Alors j'invite à me rejoindre sur cette estrade, hein, Mao Chadouette-Delmas. Vous êtes rapporteuse au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et auteure du rapport sur les discriminations liées au genre. Le docteur Coraline Ingré, psychiatre CHU de Nancy. Viviane Joalan, vous êtes directrice générale adjointe de l'Institut de cancérologie de l'Ouest. A priori, les micros fonctionnent bien, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Viviane Joalan, vous êtes là. Et Floriane Volt, est-ce que Floriane Volt est là? Donc voilà, bah écoutez, Floriane Volt arrive, voilà. Bonjour, directrice des affaires publiques et juridiques de la Fondation des femmes. Et enfin, donc le docteur Géraldine Pignot. Vous êtes présidente de Donner des ailes à la santé et vous êtes chirurgienne, urologue à l'Institut Paoli Calmette, hein, donc à Marseille. Donc, on va d'abord dresser un état des lieux donc avec vous, le docteur Géraldine Pignot. Donc, vous allez nous partager avec nous les chiffres du baromètre sur la parité femmes-hommes. On en a déjà un petit peu parlé avec les ministres et dans la table ronde précédente. Vous allez les décrire pour nous. Oui, effectivement, je suis ravie que ces chiffres aient été repris par les ministres parce que c'est très important en termes de communication, en termes d'impact, d'avoir des chiffres pour communiquer sur ces comportements discriminants et sur ces comportements de violence sexiste. Et vous allez voir qu'effectivement, les chiffres de ce baromètre que l'on fait depuis 2020 avec l'Institut Ipsos sont assez choquants puisqu'on est à 85% des femmes médecins, 85%, qui se sont senties discriminées du fait de leur sexe dans leur parcours. Et vous les voyez en petit en bas, ce sont des chiffres qui n'ont pas évolué depuis 2020. Ce baromètre, on le refait de manière annuelle, on l'a fait en 2020, en 2021, en 2022. Il est publié chaque année en avril. Et ce chiffre stagne, et vous voyez que dans les comportements de discrimination, eh bien, qu'est-ce qui est listé? Apparaît en premier, effectivement, le fait d'être représenté dans des activités telles que les congrès, les conférences, les réunions. Et puis, vous voyez qu'effectivement, elles ont l'impression, les femmes, d'être moins valorisées que les hommes pour certains travaux. Et il leur est dit que la maternité est un frein et que ça va probablement les empêcher de postuler à des postes à responsabilité. On vient d'en parler sur la précédente table ronde, mais on voit bien que ce gap de la maternité pose un vrai problème dans le cursus médical. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces 85%, finalement, c'est dès le début des études médicales que le sentiment de discrimination apparaît, vraiment dès les premières années. Et c'est surtout pendant l'externat et l'internat. Donc finalement, c'est au moment des premiers stages à l'hôpital où les femmes sont confrontées à ces comportements et les rapportent très rapidement. Alors, probablement parce que les jeunes générations sont davantage sensibilisées du fait des mouvements de libération de la parole, du contexte sociétal, du changement culturel actuel. Et donc, effectivement, on voit bien que pour ces jeunes générations, il va falloir que les choses bougent parce que si nous le rapportions peu, elles le rapportent beaucoup et c'est très gênant pour elles dans leur vie de tous les jours. L'autre point important de ce sondage, c'est sur la satisfaction des médecins hospitaliers. Et c'est très lié, parce que quand on est mal dans un environnement, pour des questions de discrimination ou de sexisme, eh bien, on ne s'épanouit pas dans sa structure. Et vous voyez que ce qui nous a choqué dans ce sondage, c'est que globalement, dans le système hospitalier, il n'y a que 23% des médecins, hommes et femmes, qui sont pleinement satisfaits de leur vie professionnelle. Et quand on regarde dans le détail, les femmes sont toujours plus insatisfaites que les hommes, 15% versus 30% en termes de satisfaction dans la vie professionnelle. Encore pire, quand on leur demande si elles ont d'autres projets dans les années à venir, vous voyez que 49% des médecins hospitaliers déclarent avoir déjà songé à démissionner de leur fonction hospitalière, alors soit pour partir en activité libérale, soit carrément pour changer de métier et ne plus exercer leur profession de médecin, ce qui traduit bien la crise actuelle dans le milieu médical et très probablement que les comportements discriminants et de sexisme jouent sur ces chiffres-là. Merci beaucoup. Maintenant, Viviane Joalan, vous qui êtes directrice effectivement d'un établissement de l'Institut du cancer de l'Ouest, les postes à responsabilité, ça se passe comment chez vous au sein d'Unicancer? Est-ce qu'ils sont bien partagés? Et entre public et privé, est-ce que les femmes sont logées à la même enseigne ou pas? Merci. Alors, tout d'abord, juste peut-être pour effectivement dire, donc moi je suis directrice d'hôpital, donc de formation, donc service public, et je suis donc en détachement dans un centre de lutte contre le cancer, donc comme Géraldine, donc moi sur Nantes et Angers. Et dans les centres de lutte contre le cancer, la gouvernance est différente donc de l'hôpital public, puisque le DG il est médecin, le DGA, donc ma fonction, on est essentiellement directeur d'hôpital.
Donc mon point de vue, il est forcément un petit peu différent de celui de mes collègues médecins, puisque je viens d'un autre corps professionnel où probablement on n'est peut-être pas confronté tout à fait aux mêmes difficultés que nos collègues médecins dans nos carrières, même si bien sûr il y a des similitudes, mais cependant je pense que culturellement c'est différent. Ensuite, donc on est la différence en CLCC, on est service public hospitalier, mais on est géré de droit privé. Donc c'est un petit pas de côté qu'on fait là, et donc qui permet de voir des différences, voilà, d'avoir des approches un petit peu différentes. Le constat de base, je pense qu'il reste le même, c'est-à-dire que autant au niveau des DGA, c'est-à-dire des numéros 2 qui étaient évoqués tout à l'heure, on est tout à fait homme-femme, j'ai jamais compté, on doit être à peu près 50-50 au niveau de la Fédé. On est 18 centres de lutte contre le cancer en fait, répartis sur le territoire français. Et donc j'ai jamais compté, mais honnêtement c'est tout à fait paritaire homme-femme. En revanche au niveau des DG, qui eux sont donc des médecins, ils sont statutairement pas nécessairement PUPH, mais il se trouve qu'ils le sont tous. Parce que je pense que la légitimité médicale et scientifique, évidemment, elle est plus évidente, en tout cas quand on est PUPH, donc les statuts ne nécessitent pas d'être PU, mais donc ils le sont tous, et il y a une seule femme DG de CLCC, effectivement, Frédéric Pénolorca. Voilà. Donc, et pour autant, à Clermont, voilà. Et donc à Naples également. Voilà. Et pour autant, donc c'est un constat, on ne peut que le partager, même si je pense qu'on essaye vraiment de... C'est un sujet important dans les centres de lutte, je pense, l'égalité femmes-hommes, et on a des outils, on y revient peut-être après, ou je les évoque maintenant. Alors, c'est vrai que ce que j'évoquais avec les collègues, c'est que la chance qu'on a, entre guillemets, d'expérimenter des choses en étant de droit privé, c'est que parfois, par rapport au sujet sur la fonction publique qui était évoqué par nos ministres en préambule, on expérimente des outils liés au Code du travail auxquels nous sommes soumis en tant qu'organisme de droit privé. Et du coup, depuis fin 2018, il y a eu une loi sur... choisir sa carrière professionnelle, qui a imposé au secteur privé de mettre en place un index égalité femmes-hommes depuis 2019, ce que nous faisons. Et du coup, on mesure en fait, il y a 4 indicateurs clés, donc l'égalité en termes de... Alors les 10 meilleures rémunérations dans l'établissement femmes-hommes, le nombre de femmes et d'hommes qui sont dedans, les promotions professionnelles, l'égalité salariale et la façon dont les femmes sont promues ou pas post-congé de maternité. Donc voilà, et donc on a ces scores-là qui sont, c'est intéressant parce qu'on a des niveaux très élevés dans notre centre en tout cas, et je pense que c'est une considération très forte que nous avons en termes de management, ce qui était aussi évoqué. Mais c'est vrai que de se mesurer, on sait que ça permet toujours de s'améliorer. Donc voilà un outil qui sans doute il sera intéressant de déployer dans la fonction publique. Donc il y a des discriminations, mais on le voit, qui sont en passe d'amélioration. Voilà. Mais il y a également, on a parlé aussi lors de la première table ronde, les violences sexistes et sexuelles. Et vous, docteur Coraline Ingré, vous êtes psychiatre, et pourquoi ces vionlences sexistes et sexuelles persistent-elles à l'hôpital? Alors oui, en tout Chez cas, les médecins qui, effectivement, on ne penserait pas que... Je ne penserais pas que les médecins entre eux soient violents sexuellement, non, vraiment. On le pense quand même pas mal. Je pense qu'on le pense à tel point que 8 femmes sur 10 à l'hôpital public rapportent avoir été victimes de comportements sexistes ou sexuels. Donc c'est absolument énorme. Et quand on s'intéresse... Il y a 2 types de violences sexistes et sexuelles. Il y a les plus évidentes, les plus parlantes, les viols, les attouchements, où on a quand même jusqu'à un tiers de nos répondants qui disent avoir été victimes de gestes d'attouchement ou d'agression sexuelle, ce qui est absolument énorme. Et puis, il y a tous les comportements quotidiens, ce sexisme dont parlait très bien Myriam à la première table ronde, qui amène en fait ces petits lots de réflexion sexistes, ces blagues, cet comportement au bloc opératoire, ce ma chérie, c'est je me frotte un peu la main aux fesses, tiens-moi cet instrument, etc. etc. Et la question, et ce qui est très intéressant dans notre baromètre, c'est qu'on voit que 70% des hommes constatent
ces violences sexistes et sexuelles. Donc on voit que ce n'est pas un ressenti de ces pauvres femmes hystériques, plaintives et victimes, et que c'est bien voilà, un constat fait partout, c'est fait par les hommes. Alors on a toutes les explications, alors on a les mêmes que dans la société en général. Globalement, c'est la banalisation. Bon, c'est de l'humour, hein, c'était juste pour rire, voilà. Ou attendez, c'est quand même un compliment de lui dire ma chérie et de lui faire une réflexion. Donc on a l'humour et la séduction qui banalisent de manière générale. Et puis en prime, à l'hôpital, on a la joie de cette culture carabine, de ce folklore, c'est la tradition, c'est normal. Les salles de garde, les fresques avec des représentations font partie de la culture de médecine. Et donc, c'est une justification supplémentaire à l'ensemble des violences sexistes et sexuelles qu'on peut croiser à l'hôpital, ce qui amène vraiment cette spécificité. Et on a encore une pseudo-justification qui est mais vraiment, c'est un exutoire, quoi. Pauvres médecins que nous sommes, avec les difficultés, la confrontation à la mort, à la nudité, au stress, à la pression dans cet hôpital qui se délabre. Heureusement qu'il nous reste encore ces blagues et cet humour pour pouvoir s'en sortir. Donc on voit effectivement ce qui explique probablement ce retard au changement par rapport à ça. Et puis un comble qui peut l'être à l'époque où il n'y avait que des médecins hommes et où donc l'objet des violences sexistes était réservé à nos infirmières. La féminisation de la médecine pose quand même un vrai barrage à la libération, encore et toujours de la parole pour certains médecins. Voilà, ça pose un problème parce qu'on n'est plus aussi libre de faire ces blagues et d'en parler de la même manière. Alors, je dresse un portrait compliqué, même si les choses évoluent. J'étais extrêmement surprise agréablement de me rendre compte que des deuxièmes années de médecine à Nancy ne savaient pas ce qu'étaient les chansons paillardes. Donc, on cherchait tout de suite sur Google. Et donc, je me suis dit qu'effectivement, les choses évoluaient fortement. Et pourquoi on constatait tout à l'heure qu'il y a une certaine omerta? Pourquoi, toujours? Alors, l'omerta, sur la question des violences sexistes et sexuelles, elle est la même que dans la société en général. Il y a, malgré tout ce qu'on peut dire, le tabou de la sexualité reste très fort. C'est pas parce que la société n'a jamais été sexualisée, qu'on montre des images partout et qu'on semble en parler facilement, que l'on est vraiment capable de parler de sexe et de violences sexuelles. Donc, il y a ce tabou-là. Et puis, il y a les mêmes, qui sont avant tout des obstacles concrets. Parler, ça veut dire oser prendre la parole. Et qu'est-ce qu'il en est fait? Alors moi, je suis référente égalité du GHT Lorraine Sud. Et OK, on parle, mais derrière, comment on instruit les dossiers, comment on va jusqu'aux actes, comme le disait très bien Cécile, puisque c'est ça qui est important. Et je suis ravie d'entendre que M. Guérini va mettre à notre disposition un outil pour simplifier ce type de démarche, parce qu'en réalité, c'est ça. Donc, oser parler, mais si derrière, il n'y a pas de choses, il y a ces obstacles concrets, il faut qu'on soit cru. Il faut effectivement, on est encore dans un milieu assez d'entre-soi. C'est-à-dire qu'on est en train de parler du PUPH qui est dans le conseil de la fac et qui est aussi dans la commission potentiellement sur cette question et qui quand même est au courant. Et alors, OK, et l'entre-soi amène un certain nombre de difficultés. On a très peur des répercussions sur sa carrière et la peur des représailles. Et donc, c'est un vrai obstacle à parler, donc des obstacles concrets. Et puis, il y a des obstacles émotionnels, comme chez toute femme victime de violences sexistes et sexuelles, la question de la honte qui reste le frein majeur à la parole, la question de la culpabilité. Oui, mais au départ, j'ai répondu à son SMS et oui, mais grâce à ça, il était hyper sympa, il m'a appris plein de choses en stage. Et puis, c'est vrai quand même que j'ai été flattée. J'ai mis une robe aussi. Et j'ai mis une robe. Et on voit effectivement comment cette culpabilité freine énormément la parole. Et elle ne manquera pas d'être soulignée par un certain nombre de personnes qui se croient bienveillantes, mais qui vont quand même bien mettre en évidence l'ambivalence majeure de cette jeune fille. Et voilà, tous ces obstacles amènent à des choses. Et pour vraiment conclure sur l'idée que les violences sexistes et sexuelles, elles sont intimement liées à la question des discriminations dans toute société. Plus il y a de discrimination homme-femme, plus il y a de prédominance masculine, plus il y a de violences faites aux femmes. Et donc, on doit agir sur ces deux leviers. Et c'est vraiment ce qu'on fait à travers cette association. Mao Chadouet-Delmas, vous êtes auteur du rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur les discriminations qui sont liées au genre. Quels sont les grands enseignements de ce baromètre du sexisme?
Et au vu de ces enseignements, comment on peut expliquer qu'il subsiste encore des situations comme celle-ci? Bonjour, ça marche bien? Je m'en rends pas compte. Oui, alors en effet, on a publié donc, au sein du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est une instance indépendante rattachée auprès de la Première ministre et qui rend voilà, des rapports publics sur les questions d'égalité. On rend chaque année un rapport annuel du sexisme tel qu'il en existe, par exemple, sur le racisme ou sur la laïcité. Et il est adossé à un baromètre, qui est un sondage qui est conduit auprès de 3000 Françaises et Français. Donc voilà, mon rôle aujourd'hui est un peu de voir les articulations du milieu médical avec la société, et inversement, comment la société opère en fait, sur le milieu médical ou en santé. Donc on repose effectivement sur cet outil. Alors ce baromètre, il nous a montré quelque chose de... On l'a lancé l'année dernière. Il nous montre un paradoxe assez puissant entre, d'un côté, le constat et la conscience unanime des Françaises et Français qu'il y a, et notamment des Français, des hommes, qu'il y a des inégalités persistantes entre les femmes et les hommes, et en même temps la stagnation, de l'autre côté, la stagnation, voire la recrudescence des actes violents et du sexisme. Par exemple, 20% de plus de féminicides entre 2020 et 2021, mais on a aussi une augmentation de 87% des violences sexistes et sexuelles depuis MeToo. Donc voilà, il y a cette espèce de paradoxe, et ce paradoxe, on l'explique comment? Un peu pour compléter ce que vous disiez à l'instant, par la difficulté, notamment par les Français, hommes, de déceler toutes les manifestations du sexisme, notamment les plus anodines, les plus quotidiennes, l'humour sexiste, les clichés, la galanterie, ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, qui en fait opère chaque jour, mais qui tout de même en fait postule une infériorité entre les genres. Et désinhibe également. Oui, exactement. Les banalise et constitue en fait une zone d'acceptabilité du sexisme. Alors, c'est pas inné, hein, ça vient aussi du débat public, des médias. Dans les médias, vous voyez souvent une banalisation des faits sexistes, des agressions, des violences sexistes et sexuelles. On parle de mains baladeuses, on parle de baisers volés, on parle d'hommes qui aiment trop les femmes, alors qu'en fait, c'est autant de fausses dénominations pour des agressions sexuelles qui opèrent en fait dans l'opinion collective. Donc, ça constitue une zone d'acceptabilité du sexisme, mais pas que. Puisque ça constitue un continuum avec les inégalités et avec les violences. Par exemple, donc il y a des conséquences concrètes sur la société, sur l'organisation, notamment professionnelle. Par exemple, parce que je pense que ce chiffre va vous intéresser, 62% des hommes pensent encore que les femmes sont naturellement plus douces que les hommes. Ça a des conséquences sur la spécialisation des femmes dans les métiers du care, par exemple, dans les métiers du lien, du soin. Et ça a des conséquences sur la dévalorisation de ces métiers, puisqu'on considère que ce sont des compétences naturelles. Finalement, c'est ce qu'elles font à la maison gratuitement. Pourquoi est-ce qu'on les rémunérerait beaucoup pour le faire professionnellement? Donc voilà, tout ça, ça a des conséquences très concrètes. Ça a une autre conséquence, c'est celle de s'approprier collectivement la responsabilité du sexisme, notamment par les hommes. Et à adopter donc cette responsabilité collective. Ça va avoir des conséquences sur le fait que les femmes en fait, adoptent des stratégies d'évitement, puisque justement il n'y a pas de responsabilité collective du sexisme. C'est elles qui vont devoir contourner la violence de façon quotidienne depuis qu'elles sont petites. Donc ça va passer par renoncer à s'habiller comme elles le veulent, renoncer à prendre les transports en commun seules, s'arrêter de travailler quand elles vivent une situation violente au travail, donc prendre un congé maladie. Et en tout, toutes ces situations-là, c'est 9 femmes sur 10 qui ont intégré, donc c'est-à-dire pratiquement l'intégralité des femmes, qui ont intégré cette charge mentale du sexisme et du contournement. Donc voilà, tout ça c'est aussi opérant en santé, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc on le voit effectivement à la société, en santé et à l'hôpital. Floriane Volt, est-ce que ça, à l'hôpital, on l'a vu, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, il reflète ce qui se passe dans la société française, on est conscient. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques statistiques et nous expliquer ce qui se passe à l'hôpital en matière de discrimination Alors, déjà, est-ce que ça marche? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Quelques statistiques sur l'hôpital.
Sur Ben, la- on avait parlé avec Cécile Melfer qui n'a pas pu venir aujourd'hui, donc écoutez ce que vous Oui, je pense que pensez c'était un peut-être lien avec justement ce sondage que vous venez de montrer qui est assez sur la parité éloquent homme-femme sur en tant ce que que montre, président. Enfin, vous êtes effectivement directrice des affaires publiques et juridiques de la Fondation des femmes, donc peut-être sur la parité femmes-hommes, le chemin à parcourir, comment on peut Oui. aplanir un peu toutes les difficultés auxquelles nous sommes toutes et moins vous tous confrontés. Oui, alors c'est vrai que merci, ce que montraient ces chiffres vraiment éloquents sur l'hôpital, c'est que on peut estimer, enfin voilà, on peut penser en les mettant en parallèle avec les chiffres qu'a cité Mao, que l'hôpital est quand même un milieu particulièrement sexiste et je crois que on en fait l'exposé depuis le début de cet après-midi. C'est vrai que les réflexions que ça inspire aussi, c'est de se dire, on a beaucoup parlé de maternité dans la table ronde précédente. Et moi, la question que je me posais, c'était que, est-ce que les médecins ont des enfants, les médecins hommes? Parce que on parle de la maternité comme d'un problème des femmes, et c'est vrai que c'est une des difficultés et un des problèmes qui est, je pense, un de nos challenges de ce 21e siècle, pour faire rentrer véritablement l'hôpital comme la société dans l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a une responsabilité partagée à prendre, s'agissant des actes de sexisme, mais aussi s'agissant de la parentalité. Et c'est vrai que peut-être que dans les carrières, puisque c'est le thème de cet après-midi, intégrer la parentalité comme aussi un facteur pour les hommes qui peuvent être pères et qui peuvent aussi passer du temps de leur carrière à s'occuper de leurs enfants, c'est pas interdit et c'est même autorisé. Ça pose, voilà, je pense que ça aiderait vraiment aussi à diffuser cette culture de l'égalité. Comme tu l'as dit, Mao, on a ce continuum, on parle dans voilà, les féministes parlent de continuum des violences et donc le début de petits actes sexistes ou de la discrimination ou de considérer que voilà, les femmes seraient inférieures, qu'elles seraient meilleures pour s'occuper, pour prendre soin. On estime que c'est un continuum et que toutes finalement ces comportements qui commencent de la petite remarque et qui se terminent à la plus grande violence du féminicide ont la même origine. C'est vrai que l'hôpital, on trouve, concentre en fait beaucoup de ces facteurs qu'on peut identifier dans d'autres secteurs qui ont un peu fait leur MeToo, si je puis me permettre, où il y a des interstices, des milieux, des espaces où les violences peuvent s'exprimer. Peut-être plus facilement. Ce qu'on retrouve à l'hôpital, on le retrouve en effet dans d'autres milieux professionnels. Le milieu du cinéma, par exemple, qui était Exactement. emblématique. Le milieu du cinéma, le milieu de la presse, de la politique. Moi, les critères que je vois et que dans chacun de ces secteurs, c'est à la fois des positions de pouvoir, de savoir, qui sont occupées du fait des développements historiques, évidemment, principalement des hommes. Et en phase 2, des contrats parfois précaires, des positions de vulnérabilité, que ce soit l'interne de 20 ans ou la patiente aussi. Et en plus, c'est vrai qu'on saupoudre ça d'une culture carabine. Voilà, on a l'impression d'avoir un peu un cocktail explosif pour favoriser ces comportements. Donc c'est vrai que peut-être que l'hôpital est particulièrement, il y a un effet loupe, puisqu'on retrouve vraiment un peu ces critères. On a aussi ça dans les professions du droit. Moi, je suis avocate à l'origine, donc il y a également exactement tous ces critères qui favorisent des agissements sexistes et qui favorisent l'impunité, en fait, parce que si les violences persévèrent et perdurent et existent, c'est aussi parce qu'il y a une forme d'impunité. C'est là que interviennent les structures qu'on a pu évoquer de il est professeur, on ne va pas l'embêter, de carrière, voilà. Donc on va préférer éviter, laisser les victimes se débrouiller avec leur trauma et finalement protéger l'ordre. Et c'est vrai qu'il y a un ordre des médecins de la même façon qu'il y a un ordre des avocats. Et voilà, les ordres sont souvent conservateurs, en tout cas dans garder l'ordre. C'est pour des premières observations. On l'a vu tout à l'heure, Géraldine Pignot, les femmes médecins sont moins satisfaites de leur parcours professionnel que les hommes. Pourquoi et qu'est-ce qui explique ça et comment ça peut changer pour qu'on puisse aplanir un peu toutes ces difficultés quand on est une femme dans le parcours professionnel?
Pourquoi? Je pense que les facteurs sont multiples, hein. On a bien sûr parlé des comportements discriminatoires et des comportements sexistes qui font le lit de cette remise en question permanente, de ce syndrome de l'imposteur permanent qu'ont les femmes à se dire: est-ce que je suis légitime à la place où je suis? Est-ce que je suis légitime pour postuler à un poste? Et donc effectivement, on a ce retard de féminisation des postes à responsabilité qui est très important et qui est lié à ça. Et puis on voit bien que cette insatisfaction, elle va avoir des conséquences très importantes. Aujourd'hui, on a un vrai problème d'attractivité dans les structures hospitalières. On n'arrive pas à garder les éléments, qu'ils soient bons ou mauvais, hein, on n'arrive pas à garder les éléments, point. 50% de l'effectif, ce sont des femmes. On voit qu'elles sont encore moins satisfaites que les hommes. Si on ne va pas les chercher, si on ne va pas travailler sur la qualité de vie au travail, sur la bienveillance au travail, parce que ce qu'une femme recherche souvent, c'est pas tant le pouvoir, c'est la bienveillance, c'est la reconnaissance, et c'est le fait de travailler dans un environnement favorable. C'est tout ce que l'hôpital n'a pas aujourd'hui. Hein, donc si on ne va pas dans ce sens-là, on va continuer à avoir des femmes qui se démotivent et qui n'iront pas chercher les postes à responsabilité et qui donc ne changeront pas le système. Donc on est dans un cercle vicieux permanent. Est-ce que l'une d'entre vous veut parler effectivement de la satisfaction des femmes au travail? J'ai peut-être un mot à dire sur le fait que ça commence très très tôt en fait. Ça commence même avant la spécialisation, la formation en médecine. Puisqu'en fait, on note aussi grâce au baromètre que 15% des jeunes filles, donc c'est quand même beaucoup, renoncent à une carrière scientifique. En fait, donc déjà, vous avez 50% qui ne sont pas sûrs d'être maintenus, mais en plus, il y a 15% qui n'y vont juste pas. Sachant que 20% d'entre ces 15% n'y vont pas par peur du harcèlement. Donc voilà, c'est un milieu qui est perçu déjà comme violent et qui cristallise des spécialisations genrées très très tôt. Est-ce que ça n'a pas changé avec les jeunes générations? Parce qu'on parlait tout à l'heure de la maternité, on a l'impression que les jeunes médecins sont plus impliqués peut-être dans leur paternité qu'auparavant. Vous avez constaté une évolution ces dernières années ou... Alors, bien que le baromètre ne date que l'année dernière, donc c'est vrai que c'est difficile de comparer. Ça donne quand même pas mal d'enseignements rien qu'en un an. En fait, ce qu'on constate chez les jeunes générations, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez du paradoxe du début que je vous ai exprimé entre stagnation des violences et conscientisation des inégalités, mais en fait, ce paradoxe, il est à son paroxysme chez les jeunes, parce que les jeunes générations sont à la fois beaucoup plus mobilisées, beaucoup plus sensibilisées, et de plus en plus tôt. Hein, les premières militantes féministes, elles ont 12-13 ans maintenant. Et en même temps, c'est les plus désarmés. Pourquoi? Bon, déjà parce qu'ils sont jeunes, donc l'accès à l'information, il peut mettre du temps. Mais aussi parce qu'en fait, il y a un vrai trou dans la raquette qui est l'éducation à la vie sexuelle et affective en France, qui est pas très bien, qui a un gros chantier à conduire, puisqu'aujourd'hui, on a 21 séances obligatoires depuis la loi de 2001 à l'école. Il n'y en a que 2,7 environ qui sont tenues. Et lorsqu'elles sont tenues, elles sont assez partielles, puisque c'est souvent d'un point de vue, je ne sais pas si vous vous rappelez de vos séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, mais bon, c'est souvent d'un point de vue assez biologique. On parle assez peu des questions de consentement, de respect d'autrui, de voilà, qu'est-ce que c'est qu'un cliché sexiste, etc. Donc ça, c'est autant de choses à travailler. Sachant qu'il y a d'autres choses à travailler, il y a aussi la question des représentations. Dans les manuels scolaires, il y a aujourd'hui que 10% des textes qui sont étudiés, qui sont faits par des autrices femmes. Hein. C'est quand même une arrivée dans le monde qui est très empreinte de ce qu'on appelle le male gaze. Donc voilà, l'éducation, elle est quand même très empreinte de ça. Et petit sondage, vous pensez qu'il y a combien de représentations dans les manuels scolaires qui mettent en valeur une profession dite prestigieuse par une femme, donc médecin par exemple, chirurgienne, gynécologue? Bon, c'est 1%. Voilà. Bravo donc, Myriam. C'est 1%, 44 exactement. Donc voilà, ça en dit long sur la fabrique des stéréotypes qui se retrouvent effectivement dans tout ce que vous racontez. Oui, puis parfois même les hommes ne s'en rendent même pas compte, n'ont pas conscience de ça. En fait, le masculin est décrit comme universel et neutre depuis toujours, donc forcément, c'est parfois difficile pour les hommes de se rendre compte que... Pardon, Coraline. Et c'est vrai que hier, il y avait au théâtre de Chaillot une manifestation gérée par Ada Hatem sur la place de l'éducation
comme outil de prévention majeur dans les violences sexistes et sexuelles, où il y avait d'ailleurs notre ministre Isabelle Rome qui a conclu. Et très clairement, je pense que c'est vraiment le cas en médecine. On n'en a peut-être pas assez parlé jusque-là. Il nous faut des campagnes de sensibilisation très fortes. Il faut vraiment favoriser l'éducation de nos jeunes médecins, hommes, femmes, et de nos plus anciens, et que c'est vraiment un levier majeur pour changer les choses. Et évidemment, l'éducation ne doit pas arriver uniquement en fac de médecine et nécessite d'être beaucoup plus précoce. Est-ce que vous vouliez Oui, si je peux me permettre. J'ai eu la chance hier de voir un film qui sort dans 15 jours au cinéma qui s'appelle Annie Colère sur les mouvements du MLAC, de toutes ces femmes qui, avec des médecins, faisaient des avortements illégaux, mais pas clandestins, ce qu'elles disent dans le film. Et il y a une scène qui m'a marquée, qui est... en fait, il y a 2 jeunes médecins qui se forment auprès de militantes du MLAC à faire des avortements. Donc voilà. Et en fait, elles lui disent, mais t'es sûre que t'as compris? Il dit, oui, c'est bon, t'as appris à parler aux femmes. Et en fait, la minute d'après, elle invite le jeune médecin à baisser son pantalon, se mettre sur le bord d'une table et d'ouvrir les jambes en disant, voilà, est-ce que maintenant t'as envie que je te parle comme un médecin? Et là, en fait, il se rend compte que voilà, il y a aussi une façon de parler aux femmes. Et c'est vrai que la réflexion que ça a inspiré sur l'éducation, c'est ça aussi. Peut-être que cette insatisfaction, elle est aussi liée au fait que peut-être que les femmes n'ont pas encore toute leur place dans l'hôpital, quelle que soit leur place, alors même que, paradoxalement, elles occupent 80% des métiers du soin, des métiers du soin qui sont beaucoup mobilisés dans le secteur hospitalier. Donc c'est vrai que ce paradoxe-là, il est là. Et il y a en effet une révolution de l'hôpital, comme toute la société, à faire en matière d'égalité. quelque chose à ajouter avant que nous concluions cette table ronde? Donc, oui, allez-y. Peut-être sur les solutions, parce que c'est vrai que sinon on dresse un tableau un peu noir. Ah ok. Alors, allez-y, quelques ébauches de solutions dont on va parler après dans les tables rondes suivantes, mais je vous en prie. Non, c'est qu'on parlait tout à l'heure de parité, notamment, puisque c'est quelque chose d'important. Je voudrais juste souligner que sur la parité, c'est pas seulement une obligation ou une nécessité démocratique, c'est aussi un enjeu de qualité de la décision publique, puisqu'on voit que quand il y a plus de femmes dans les sphères de pouvoir, qu'elles soient hospitalières ou politiques, il y a aussi plus de décisions publiques qui engagent aussi la vie des femmes dans la société. Donc ça, c'était juste le petit point sur la parité. Il y a évidemment la question de la conciliation des temps, de la lutte contre le sexisme au travail, de l'éducation. Et je voudrais juste souligner un point que nous, on défend beaucoup au Conseil à l'égalité, qui est celui de l'égaconditionnalité. Donc c'est comment on conditionne les aides publiques, quelles qu'elles soient, à des engagements forts, tangibles, pour la parité ou pour l'égalité. Voilà, donc ça peut être une des solutions, le budget. Je me permets de rebondir là-dessus. Allez-y, docteur. Merci. Je me permets de rebondir là-dessus parce qu'effectivement, M. Braun, tout à l'heure, nous a dit qu'une des priorités du gouvernement, c'était la santé des femmes. Je pense que vraiment, pour améliorer la santé des femmes, allons sur des mesures paritaires, mettons plus de femmes sur les postes décisionnaires. Et effectivement, faire de la santé pour les femmes, ça parle aux femmes. Et donc, on va forcément gagner en prise en charge de la santé des femmes en faisant ça. Attendez. Pas qu'en gynécologie. Oui, voilà. Et effectivement, dans toutes les disciplines, j'entendais tout à l'heure, il faut favoriser certaines disciplines. Il faut favoriser toutes les disciplines et la parité dans toutes les disciplines. Ça semble évidemment important. Merci à vous toutes. Donc, on va parler des solutions dans la seconde partie de ce colloque. Merci.